Bonjour Julie, ça me fait plaisir vraiment de pouvoir participer à ce webinaire avec toi aujourd'hui sur une thématique très d'actualité qui est la gestion du travail hybride et le retour au bureau. Absolument. Donc je te laisse te présenter. Oui, ben en fait, Julie Dupuis, donc on se connaît bien, spécialiste en développement organisationnel chez Complexix, cabinet conseil, centre de formation. Donc, je suis contente d'être avec toi, Magali, parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet que beaucoup d'entreprises parlent avec nous, autant du point de vue du recrutement, tu vas nous en parler tantôt, Oui. que du point de vue du développement organisationnel. Donc, on va certainement avoir des bons moments pour parler des stratégies, justement, pour les entreprises. Merci Julie. Effectivement, donc au niveau de la gestion du travail hybride, on va revenir, comme tu disais, c'est vraiment de voir nos approches respectives, nos points de vue respectifs en termes de recrutement et de développement organisationnel. De mon côté, donc je suis Magali Rouillot. On se connaît bien, comme tu dis. Donc directrice de division au sein de Synergion, qui est une firme spécialisée dans le recrutement de personnel temporaire et permanent. Donc, dans différents domaines d'activité, nous touchons aussi bien les postes administratifs, services clientèle, métiers spécialisés, industriels, transport, médical, assurance, services financiers. On en a beaucoup, en fait, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc, notre objectif à nous et puis notre, je dirais, vocation, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à trouver, en fait, le bon candidat pour le poste à pourvoir. Ça, c'est notre enjeu au quotidien. Donc, on va commencer effectivement par rapport au premier point de vue qui est celui et l'angle du recrutement. De mon côté, en fait, on va donner vraiment plusieurs conseils dès lors qu'on a un mandat qui nous arrive au niveau des entreprises. Nous allons conseiller les employeurs notamment pour définir clairement le besoin, en fait, ou les besoins pour ce poste spécifiquement qu'ils ont à pourvoir. Donc, ça passe par effectivement déterminer, je dirais de premier abord, en fait, justement, comment il voit la chose. Donc, c'est-à-dire que est-ce que justement le poste le permet? Donc ça, c'est la première des questions, parce que c'est pas tous les postes, hein, et on va oublier effectivement tous les postes, par exemple, de production, exactement, les services qui sont associés à tout ce qui est hébergement, restauration, les magasins alimentaires, on va les oublier puisque ça nécessite effectivement une présence permanente. Mais néanmoins, pour tout ce qui est effectivement, et selon Statistique Canada, c'est 40% des postes à pourvoir actuellement qui pourraient être effectués à distance. Quand même, à temps plein. 40%. Oui. Puis moi, j'ai le goût de te demander, Magali, est-ce que tu as senti, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, le télétravail est devenu essentiel, en fait. Depuis quelques mois, en fait, est-ce que tu sens qu'il y a un changement au niveau des entreprises, des employeurs par rapport aux politiques de télétravail? Alors, il y a un changement, effectivement. Je te dirais que ça dépend aussi de la rareté de la main-d'œuvre. Donc, il va y avoir une ouverture qui va se faire selon, effectivement, des postes et des métiers bien particuliers qui sont plus difficiles à, justement, pourvoir. Mais dans l'ensemble, je te dirais que, communément, on a quand même une tendance qui est de demander le retour au bureau. D'où, justement, cet échange aujourd'hui. Absolument. Mais pour en revenir, effectivement, à ce besoin, une fois qu'il est clairement défini, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir vraiment communiquer clairement dès l'offre d'emploi. Là, on va conseiller justement les employeurs lorsqu'ils affichent leur poste et puis par notre intermédiaire, on va les conseiller et les accompagner en ce sens parce que notre objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir dès le départ, en fait, des éléments clairs, transparents et qui évoquent, en fait, finalement, la possibilité qu'on va offrir aux futurs employés. Donc, on peut avoir effectivement le travail hybride, on peut avoir le modèle qui est vraiment à distance. Au niveau, effectivement, de ce critère qui est très particulier, il faut savoir que sur les sites de recherche d'emploi, c'est quelque chose qui est assez récent, mais c'est un critère que le chercheur d'emploi peut sélectionner de prime abord, en fait, dès qu'il va sur le site parce qu'il veut juste faire du télétravail ou juste, en fait, tout simplement travailler en modèle hybride. Donc, on va attirer, c'est un atout, hein, dans l'offre d'emploi, il faut le communiquer clairement, puisque c'est un atout, on va attirer plus de candidats. Mais au-delà de ça, ce qui va être aussi important aussi à prendre en compte, c'est que au-delà effectivement de la possibilité d'avoir la personne sur place de temps à autre, de façon peut-être 2 jours en présentiel et 3 jours en télétravail, c'est vraiment d'aller voir la possibilité d'externaliser finalement le besoin, mais à distance uniquement.
On va toucher ainsi en fait des personnes, par exemple, nous on a placé du monde en fait à Montréal qui travaillait pour notamment des services financiers, mais à Chicoutimi. Quand même. Pour un de nos clients. Donc ça élargit le bassin de talents. Exactement. Donc on élargit plus et puis on peut penser au-delà de la province, on peut penser plus le pays. Nous à l'interne, même chez Synergy Hunt, on a des employés qui travaillent actuellement là à l'heure où je parle depuis Calgary en fait et qui sont rattachés au siège social qui se trouve à Montréal et en Ontario avec nos collègues ontariens justement puisqu'on on dessert tout le Canada et ce depuis 55 ans néanmoins et juste dire qu'effectivement c'est donc élargir le champ des possibles mais au-delà des frontières même sans parler du pays d'aller vraiment plus je dirais pourquoi pas quelqu'un qui se trouve en France qui travaillerait avec une entreprise au Canada. On en a quelques-unes, c'est pas encore monnaie courante. Pourquoi? Parce qu'il faut instaurer un certain lien de confiance. Ça implique aussi des outils technologiques qui le permettent. Donc il y a pas mal de choses aussi effectivement à bien penser en amont. Et c'est lié justement à cette, je dirais, cette façon, cette approche de pouvoir mettre en place un travail à distance, c'est aussi d'avoir les bons outils au niveau des télécommunications, donc des technologies de télécommunication, pardon, et puis également au niveau effectivement des outils informatiques. Absolument. Puis il faut avoir un bon accès à Internet pour que ça fonctionne. Exact. Donc ça dépend des pays aussi, mais comme tu dis. Et puis il faut regarder aussi le fuseau horaire. Parce que effectivement, est-ce que c'est un emploi où on a vraiment une présence requise je veux dire, aux horaires du pays? Donc, imaginons quand on parle de Montréal, avec les 6 heures de décalage en France, si c'est du service à la clientèle, on sait que ça ne fonctionnera pas. Mais si ce sont des postes plus, je dirais, en opération, avec justement le recul nécessaire et peu importe les horaires de travail, ça pourrait être jouable. Parfait, ça peut tenir dans le modèle, en fait. Effectivement, ça peut bien rentrer dans le modèle. Donc, une fois que l'offre d'emploi est établie clairement, qu'on a déjà donc communiqué sur quelles sont effectivement les possibilités au niveau du télétravail ou du mode de travail en hybride, à ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va évaluer en fait les compétences liées au travail hybride. Effectivement. Ça, c'est aussi notre paire de manches. Oui, effectivement. Donc, nous, de notre côté, on va questionner les candidats, à savoir justement comment ils vont s'adapter, quelle est leur manière, leur façon de s'organiser au quotidien, de façon autonome, quelle est leur gestion du temps, quelle va être effectivement aussi la communication avec l'équipe. Donc, ça change vraiment le processus d'entrevue, les questions qui vont être posées. Effectivement, on va vraiment s'accommoder pour justement aller déceler si le profil du candidat peut être effectivement un bon profil pour le besoin qu'on a à pourvoir. Et c'est vraiment très spécifique. Donc, on peut aussi regarder le maintien de la productivité parce que c'est ça l'enjeu réel. Absolument. Aussi. Hein, les gens veulent ramener les employés au bureau parce qu'on dit qu'ils ne sont pas suffisamment productifs. Absolument. Donc ça va passer par des questionnements, ça va passer par des mises en situation de notre côté, mais également en fait des tests parce que les outils informatiques, les technologies de télécommunication comme on les connaît à l'heure actuelle, on veut voir si la capacité réelle du candidat à pouvoir les utiliser au quotidien est réellement là en fait. Donc on va pouvoir l'établir via des tests concrets. Comme je disais, des mises en situation. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on prend systématiquement des références. Et si la personne a déjà travaillé justement auprès d'une entreprise qui proposait ce type de modèle d'organisation au quotidien, là, ça peut nous apporter des éléments concrets. Est-ce que la personne était autonome déjà dans cette optique de télétravail ou de modèle hybride? Ça, c'est important. Donc, c'est intéressant et on le fait systématiquement. Donc, ça change vraiment le processus de recrutement, en fait. Exactement. On va vraiment avoir... nous aussi, on s'est adapté en même temps que le modèle s'est adapté finalement, puisque c'est les préambules pour la suite. Et ensuite de quoi, une fois qu'effectivement tous les tests sont validés, que tout est beau, on est vraiment sur l'entrevue et l'entrevue va être celle où on va communiquer clairement et rappeler en fait les politiques de l'entreprise en termes justement de travail, donc à distance ou non en fonction, mais surtout de dire et clairement les choses en mentionnant les attentes. Les indicateurs de performance, mais je pense que tu vas en reparler toi par la suite parce que c'est vrai que ça fait partie aussi du quotidien d'un employé, mais en amont, voir que l'employé, le futur employé, se sent déjà comme encadré. Vraiment, oui, encadré, déjà mis dans la situation de, voilà, il va y avoir un cadre avec justement des indicateurs de performance, des attentes claires, des objectifs clairs, et puis peut-être des méthodes de vérification et de contrôle aussi, parce que effectivement on est à distance, mais ce qui veut dire être à distance ne veut pas dire être indépendant. Autonome ne veut pas dire indépendant en fait de l'entreprise. Non, on travaille pour l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise, donc on a aussi des résultats à atteindre. Absolument. Donc il faut se responsabiliser et les responsabiliser par rapport à ça. Mais effectivement, on prône une communication transparente dès le départ et équitable, bien sûr, par rapport à ce qui se pratique dans l'entreprise.
J'ai envie de te poser la question par rapport au recrutement. Tu as parlé tantôt de rareté de main-d'œuvre. Hein? Oui. C'est le mot actuel qu'on entend beaucoup dans le marché. Et bien sûr, le télétravail va nous donner un bassin plus grand de candidats. Est-ce que tu sens que au niveau du recrutement, les attentes justement des travailleurs sont plus grandes que ce que les employeurs actuels sont prêts à donner? C'est une super bonne question. Aujourd'hui, on voit que le marché du travail, effectivement, a pris un tournant post-pandémie, en fait. On voit que les exigences des employeurs restent encore assez élevées par rapport à ce que, effectivement, on peut avoir au niveau des candidats qui, eux-mêmes, ont des attentes élevées. Donc, le tout, nous, notre rôle, en fait, en tant qu'intermédiaire, hein, c'est vraiment de faire le match parfait entre le candidat et l'employeur. Mais l'aspect le plus délicat, je dirais que c'est vraiment de, justement, essayer de rééquilibrer de façon les juste, attentes d'une part et d'autre. Effectivement, pour équilibrer, mais à la fois aussi être vraiment, je dirais, cohérent par rapport à ce que offre le marché du travail. Et puis, comme tu disais, avec la rareté de main-d'œuvre, il va falloir effectivement être plus dans l'accompagnement aussi des futurs employés. Bon, l'intégration, ça passe par l'intégration, etc. Mais effectivement, l'accompagnement, l'encadrement, et je dirais aussi le fait que, effectivement, donner un privilège, mais avoir aussi en retour ce qu'on peut attendre d'un employé qu'on aura dans notre équipe, parce que c'est ce qu'on veut, en fait. On veut du résultat en bout de ligne. Absolument. Puis est-ce que tu sens que, justement, on est capable d'arriver à cette attente-là, où il y a encore un débalancement sur le marché, parce qu'on parle du marché post-pandémie. Fait qu'il y a quand même un rapport de force qui existe encore, étant donné la rareté de main-d'œuvre. Est-ce que les employeurs, dans la posture qu'ils ont actuellement, de vouloir ramener les gens au bureau, parce que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, de parler du modèle hybride, de parler du télétravail, est-ce que les attentes sont encore plus grandes du côté des travailleurs que ce que les entreprises sont prêtes à donner, par exemple? C'est tout à fait ça, tu as raison. En fait, on a encore effectivement une disparité qui est réelle entre les attentes des candidats potentiels par rapport aux employeurs, ce qu'offrent les employeurs, et puis effectivement avec le retour au bureau, ça réfrène un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau Statistique Canada, j'ai vu que 90% justement des chercheurs d'emploi actuels, qui font partie des fameux 40% là qui pourraient travailler à distance, vont aller en priorité aller consulter des offres d'emploi qui proposent soit le télétravail à 100% ou bien en modèle hybride, à raison de 2 jours maximum par semaine. Donc, les gens ont goûté au télétravail et veulent conserver cet acquis-là, en fait, qui n'est pas vraiment un acquis, qui est un privilège. Tout à fait. Donc, c'est quand même, il y a de l'adaptation à se faire là, d'une part et d'autre, autant du travailleur que de l'entreprise qui va proposer un poste. Oui, c'est vrai. C'est tout je dirais encore une éducation, un apprentissage à faire pour d'un côté et d'un autre, en fait, et les aider, les accompagner en ce sens pour trouver vraiment le meilleur, je dirais, équilibre entre les deux. Et je suis curieuse, les entreprises qui se tournent vers toi au niveau du recrutement, lorsqu'ils te parlent du télétravail ou qu'on voit justement qu'ils demandent de retourner au bureau et que tu sais, toi, que le travail hybride ou le télétravail est quand même un critère de recherche très important chez les travailleurs actuels, est-ce que vous avez des conversations justement avec les employeurs pour essayer de comprendre la motivation à vouloir ramener les gens au bureau? Exactement, c'est important, c'est dès le début, en fait, la conversation qu'on a, c'est vraiment sur l'axe du besoin réel. Et pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on se fait messager aussi au nom de l'entreprise pour laquelle on est mandaté, et il faut l'expliquer aux candidats. C'est vrai que certains candidats qui, au départ, ne dérogeaient pas au non, je veux, si on explique la chose et qu'on voit un réel intérêt de pouvoir être sur place, quel est l'intérêt d'être sur place? C'est ça, en fait, la motivation unique au départ, c'est on va aller sur place, c'est pas pour être seul dans un bureau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui, exactement. C'est d'être, effectivement, faire partie d'une équipe, se sentir intégré, se sentir, finalement, avoir cette mobilisation qui nous anime tous. Je veux dire, aujourd'hui, on est là ensemble parce qu'on est mobilisés par ce qu'on fait, Julie et moi-même. Donc, ça, c'est important et c'est constructif. Il faut que ce soit constructif, en fait, parce qu'on n'oublie pas, et il faut pas l'oublier d'ailleurs, que on est des humains. Je veux dire, l'humanité, c'est important, le contexte. On est un être de relation. Exact. Oui. On crée le lien, on crée la relation, on crée finalement l'esprit d'équipe, et c'est important.
il y a plein de façons aussi de créer un esprit d'équipe à distance. Donc, aussi. Je me souviens, au début de la pandémie, il y a des gens qui me disaient, mais j'ai pas vu mes collègues depuis 6 mois. Donc, on avait encore peur aussi d'ouvrir la caméra, de voir nos visages. Donc, c'est certain, ce que tu dis, on fait partie de l'humanité. Les gens, l'humain est une créature sociale et le travail est un endroit de socialisation aussi. Donc, on entend parler aussi beaucoup des gens qui retournent au bureau puis qui disent ça fait du bien de revoir mes collègues, de pouvoir avoir cet esprit d'équipe-là, de collaboration. Donc, il y a quand même un côté positif au présentiel, mais dans le modèle de recrutement, on voit que c'est quand même c'est un frein ou c'est une difficulté actuellement là de créer cet équilibre parfait là. Effectivement, oui. On a l'ouverture des employeurs parfois, tu vois, à ce niveau-là, qui font que, effectivement, à force de chercher, de présenter des candidats et qu'on voit qu'effectivement ça marche pas forcément parce que ils vont demander justement une journée ou deux de télétravail si possible parce que l'emploi le permet à la base et que les outils informatiques aussi dont dispose l'entreprise, ça c'est aussi un des faits notables puisqu'il faut que ce soit mis à disposition, et sont là, sont présents, existent. Donc, au final, on arrive quand même à trouver, parce que tout tient en fait tout est lié au profil qu'on va trouver. Est-ce que le profil est adéquat réellement? Est-ce qu'on va passer à côté parce que justement on ne veut pas déroger à la règle qui dit que non, on veut que du présentiel? C'est ça. La question en est là. Et le profil est intéressant, puis on va glisser vers justement les analyses psychométriques. Donc, on est toutes les deux certifiées Nova Global, donc on travaille avec le même outil au niveau des tests psychométriques. Et on voit dans les préférences comportementales justement des personnes qu'on va venir analyser qu'il y a des gens pour qui le relationnel est très, très, très important et pour d'autres, très, très, très autonome et capable de travailler dans un environnement qui sera pas nécessairement en relation avec les autres. Donc, je fais référence ici à un profil introverti, extraverti. Donc, quand on voit justement les gens qui sont dans des profils introvertis, eux, il n'y a pas de problème de travailler en télétravail. Ils sont contents de pas aller au bureau. C'est pas nécessaire d'avoir des gens autour d'eux. Et à l'opposé, quand on voit des gens qui ont un profil relationnel très, très fort ou extraverti, là, ces gens-là veulent aller au bureau, veulent échanger, veulent travailler de manière collaborative. Donc, est-ce que vous utilisez justement le profil Nova dans ce contexte-là au niveau du recrutement? C'est très intéressant aussi. On parlait des tests tout à l'heure et des évaluations, mais c'est un des tests effectivement qu'on utilise pour pouvoir justement encore mieux cibler. Est-ce que la personne va être à l'aise d'être justement en télétravail uniquement ou en modèle hybride, ou est-ce qu'il faut du présentiel pour cette personne? Parce que ça peut être un super bon profil, mais une personne, comme tu dis, qui sera vraiment introvertie, elle va trouver plus de plaisir à être à distance. Mais une personne extravertie, elle va peut-être s'éteindre. Et on va éteindre finalement des compétences qui sont enfouies en elle et on va pas les exploiter à leur juste titre. Absolument. Et ça, c'est bien dommage. Effectivement, on passera à côté de quelque chose. Donc, on le communique, on le fait, on analyse, et effectivement, on le porte à la connaissance de l'employeur. Parce que c'est fondamental aussi qu'il en ait conscience, et après, c'est à lui, effectivement, que revient la décision finale. Oui, puis absolument. Puis quand on pense aussi à l'autonomie qu'on a besoin lorsqu'on est en télétravail, moi, par exemple, je suis au bureau, il y a des journées entières. Moi, je suis toujours en présentiel au bureau, malgré que je pourrais être en télétravail, mais je choisis d'être en présentiel avec mon équipe. Pour moi, être dans mon environnement de travail organisé vraiment pour bien travailler, moi, ça me convenait plus qu'être à la maison dans un environnement qui a trop de distractions, par exemple, pour moi, dans mon profil. Donc, quand on parlait tantôt des types de personnalités, où il y a des gens qui vont avoir beaucoup de structure, qui sont capables de s'adapter, peu importe s'ils sont à la maison, au bureau, et il y en a d'autres pour qui, lorsqu'on arrive au bureau, c'est ce qui nous donne la structure pour mieux être encadré, mieux travailler. Donc, on voit qu'il y a quand même une nuance là au niveau entre les deux. Oui, absolument. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, je dirais que, comme tu disais, en fait, au niveau vraiment marché du travail, il faut prendre toutes ces données-là, les confronter aussi parfois, parce que c'est confrontant, l'air de rien. C'est pas un sujet simple en soi. Mais effectivement, toi, du côté, je pense aussi de l'intégration, de la gestion aussi, parce que la gestion du modèle, je pense hybride, puisqu'il y a de la gestion à distance, c'est pas la même gestion que, comme tu le dis, toi, tu es en place avec tes équipes. C'est pas la même chose. Donc, comment toi tu vois ça de ton point de vue, Julie? En fait, ça demande beaucoup plus d'organisation parce qu'on doit assurer de la communication. Donc, ça c'est la base. Et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que souvent, on va permettre un mode hybride ou un mode en télétravail. Il n'y a pas nécessairement une organisation qui est faite en ce sens. Donc, les gens ont des livrables, mais après ça, il y a des attentes qui ne sont pas répondues. Donc, il y a des déceptions.
Et pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas nécessairement donné un cadre. Donc, je parle, par exemple, de faire des rencontres d'équipe où est-ce qu'on va avoir tout le monde qui va échanger à caméra ouverte. Donc, si on est dans un cadre où est-ce que l'ordre du jour est envoyé, si on est dans un cadre où est-ce que, justement, on va être minuté, donc on a 60 minutes, caméra ouverte, on a des objectifs bien précis à atteindre, on va arriver à avoir quelque chose de productif. Mais si on connecte avec les gens, puis qu'il n'y a pas de structure autour de ça, les gens vont avoir l'impression de perdre leur temps, on va perdre la mobilisation. J'ai vu des entreprises échanger caméra fermée. Moi, je dis toujours, il n'y a rien de pire que de regarder un écran avec des initiales. Est-ce qu'on peut se voir? Et la caméra ouverte aussi, ça a fait une tollée parce que des gestionnaires me demandaient, oui, mais est-ce qu'on peut obliger d'ouvrir la caméra? Donc, ça peut faire partie des politiques de télétravail. Chez nous, chez Complexix, c'est caméra ouverte. Donc, ça fait partie de nos politiques en télétravail. Pourquoi? Parce qu'au moins, on peut avoir la synergologie, donc le langage corporel qui peut nous permettre d'avoir ces échanges-là qui sont plus dynamiques que si on se parle, par exemple, caméra fermée, puis qu'on regarde des initiales, puis qu'on fait juste donner de l'information. Absolument. On sera pas motivé à vouloir échanger dans un contexte comme ça. Mais dans un contexte virtuel, et la pandémie nous l'a montré, on n'a pas eu le choix d'aller vers ça et de travailler comme ça pendant quand même plusieurs mois. C'est réaliste et c'est réalisable, mais on doit avoir une structure autour du cadre qui nous permet de bien fonctionner, des points dans la semaine où est-ce qu'il va y avoir nos rencontres de groupe, nos rencontres individuelles. Donc, ça demande une plus grande organisation que lorsqu'on est au bureau et qu'on rentre dans le bureau de notre collègue et « Hey, je voudrais jaser de ça avec toi ». Donc ça, c'est plus spontané. On a moins ça au niveau du virtuel parce qu'on va avoir tendance à planifier notre horaire de façon un peu plus structurée et il faut se connecter avec l'autre personne. Donc, la personne doit être disponible. Et ça m'amène sur le fait que, justement, il y a de la flexibilité qui s'est donnée aussi au niveau de l'horaire de travail. Donc, des gens qui sont en virtuel et qui, par exemple, vont porter les enfants à la garderie le matin, qui commencent à 8h30 au lieu de commencer à 8h, ben ça demande une plus grande organisation. On ne peut pas rejoindre tout le monde en même temps. Donc, on a vu aussi ça s'installer dans les organisations puis qui a créé des enjeux au niveau de l'organisation. Mais si on est capable de travailler de manière plus structurée, plus organisée, on est quand même capable d'atteindre des objectifs au niveau de la collaboration d'équipe. Ça, j'en suis convaincue. Mais il faut se donner les moyens et le temps et l'organisation pour être capable d'y arriver. Oui, et effectivement, ce que tu disais, c'est l'équilibre aussi qui est entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Comme tu disais, finalement, d'avoir des horaires qui permettent peut-être de limiter les déplacements d'un point A à un point B pour aller au bureau, les économies aussi en termes d'essence quand on doit prendre son véhicule ou les transports en commun. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai qu'on a vraiment ça qui ressort aujourd'hui et plus que jamais en fait. Donc on a vraiment une évolution qui se fait au niveau de la conscience, au niveau du marché du travail, qui est vraiment différente d'il y a encore quelques années en arrière. Oui, puis on a vu aussi des gens déménager plus loin. Parce qu'en même temps, le marché a changé, les maisons ont explosé de prix, donc les gens restaient plus proches de la ville, plus proches de leur employeur en allant en télétravail ou en modèle hybride. Ça leur a permis d'aller plus loin, donc de s'acheter une maison en campagne, de vivre le rêve. Moi, j'ai vu des gens s'acheter des fermettes, aller déménager dans les cantons de l'Est parce qu'ils se disaient, ben moi, je veux être proche des pentes de ski. Donc, beaucoup mettent l'accent sur la qualité de vie parce que en contrepartie, ben j'ai pas le déplacement à faire. Exactement. Donc, c'est sûr que quand on dit, ben là, c'est retour au bureau, ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu parce que j'ai déménagé ma vie plus loin pour être capable, dans le fond, de m'adapter à cet environnement-là. Et puis là, du coup, on bouscule tout. Donc là, il y a des enjeux qui se vivent de ce côté-là aussi actuellement. Effectivement, oui, ça joue beaucoup. Et du côté des gestionnaires, toi qui accompagnes les entreprises justement dans ce sens, est-ce que selon toi, les compagnies ont bien pensé la chose en termes d'approche, de formation, de support pour leur donner les bons outils? Parce que, on l'a dit précédemment, mais c'est un nouveau rôle finalement aussi que les gestionnaires ont dû prendre. Je vais dire pas du tout. OK. Ça n'a pas été réfléchi. En fait, tout a été bousculé. Quand on a été envoyé en pandémie, est-ce que les gens avaient toutes les mêmes compétences informatiques? Absolument pas.
Oui. Il y a des gens pour qui c'était leur environnement de travail avec leur ordinateur. Donc, j'arrive le matin, je vais me loguer, puis je travaille. Là, maintenant, on doit se connecter sur un VPN. On doit aller chercher des logiciels. Non, on n'était pas du tout à niveau du point de vue informatique. Mais là, les entreprises ont aussi à se regarder dans leur pratique parce que bien souvent, on met peu de temps en formation ou en développement des employés parce que la production est plus importante et on accumule un recul. Donc, le Québec, on est en retard sur bien des choses au niveau des pratiques informatiques, au niveau des pratiques de gestion, parce qu'on ne prend pas le temps de développer ça. Donc oui, il y avait un très grand écart avant. Maintenant, est-ce que les gens ont réagi? On aime se dire, est-ce qu'ils ont eu assez mal? Est-ce qu'ils ont mis les moyens en place? Je dirais que oui et non. Donc, certains ont intégré des formations au niveau des outils informatiques, par exemple Teams. Comment bien utiliser Teams avec les outils informatiques, toutes les options qu'on peut utiliser. Il y en a encore qui me disent, je savais pas que dans Teams, on pouvait faire ça. Donc, non, on prend pour acquis aujourd'hui que quand j'embauche quelqu'un et qu'il dit qu'il maîtrise la suite Office 360, que ça vient avec justement Teams bien maîtrisé. Mais non, on voit que la plupart des gens vont être capables de faire le chat, connecter dans un meeting, mais de là partager des fichiers, d'aller utiliser le partage d'écran, de pouvoir déboguer une caméra ou un micro quand ça fonctionne pas, c'est encore c'est complexe. C'est encore complexe. Donc ça, il n'y a pas encore eu vraiment d'adaptation de ce côté-là que j'ai vu de façon majeure et marquée. On prend plus pour acquis que les gens devraient se mettre à niveau de ce côté-là. Mais on l'a pas pris comme responsabilité d'entreprise que de former les gens sur ça. Je ne pense pas que ça fait partie justement du plan d'intégration d'un employé que de le former sur Teams. Oui, c'est dommage parce que on a tout à gagner à ce que les gens puissent bien utiliser les outils. Ensuite de ça, est-ce qu'on a développé nos gestionnaires à faire des bons suivis avec les employés à distance? Est-ce qu'on les a développés dans leurs habiletés de communication? Est-ce qu'on les a développés dans la façon de mobiliser les gens? Non plus. On est encore dans la statistique. 83% des gestionnaires, des dirigeants d'entreprise estiment que le leadership est une compétence importante à développer. Il y a juste 5% des gens qui investissent pour former en leadership. C'est peu. C'est peu. Donc, on parle même pas du travail hybride, on parle pas du télétravail, on parle du leadership en tant que tel. Et en fait, notre posture de leadership doit s'adapter dans un mode de télétravail. Moi, j'entends souvent des gens dire, ben là, je me fais micro-manager. Donc, ça fait partie des insatisfactions des gens qui sont en travail à la maison. Et les employés disent, ben là, mon patron ne me fait pas confiance parce qu'il me demande 1 million de choses pendant la journée au lieu de me laisser travailler. Mais ça, justement, ça vient d'un manque de formation. Donc, si on met en place une posture de leadership qui est tournée vers le télétravail, donc il y a une responsabilité de l'employeur de développer ses gestionnaires pour savoir quels outils je vais utiliser pour assurer mon contrôle, quel cadre je vais mettre en place, comment est-ce que je vais communiquer, quels moyens je vais communiquer. Ça se fait pas encore de façon systématique. C'est encore très nouveau dans les compétences de gestion, mais il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. De ce côté-là, oui. Absolument. Pour mobiliser finalement sur le long terme, parce que c'est ça l'enjeu. Mais comment on mobilise des gens qui sont à distance? À distance. Mais ça se fait. Ça se fait. On peut faire des team building à distance. Tout à fait. On peut faire des rencontres d'équipes super dynamiques en variant des supports à distance. Tout à fait. On peut faire des sondages. On peut faire plein de choses. Mais ça requiert de prendre du recul et de se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire de différent? Exactement. Prendre le temps de le faire. Prendre le temps de le faire. Parce que c'est ça l'enjeu. Et puis, ça peut que donner des bons résultats par la suite parce que c'est ce qu'on veut. En fait, on veut des employés heureux au sein de l'entreprise et non pas des employés qui viennent un petit peu à reculons et puis qui sont démobilisés. C'est pas non. Puis la synergie, là, je fais un jeu de mots, la synergie d'équipe, on va venir vraiment la construire lorsqu'on va avoir ce lien-là relationnel qui va s'être tissé. Parce que sinon, les gens travaillent de manière en silo là pour atteindre des objectifs, mais on sait que la synergie collective, on l'a quand les gens développent cette maturité d'équipe là ensemble, cette capacité d'entrer en relation de façon efficace et efficiente. Et pour ça, ben, il faut provoquer des mouvements. Ça va pas arriver toute seule. Il faut créer le lien. Et puis, par exemple, je donne l'exemple de synergie. On a des divisions où on a vraiment des expertises dans chaque division. Donc, on a effectivement les employés qui ont leur spécificité, mais
je les fais travailler tous communément en fait, parce qu'on a des liens à faire et puis que effectivement un employeur qui viendrait nous voir pour un poste, imaginons de journalier, au final il a besoin d'une adjointe administrative. Forcément, on va pouvoir travailler justement et ça c'est riche. Je pense que c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir de pouvoir développer aussi justement des rencontres avec 3 personnes différentes parce qu'on a plusieurs besoins avec ce même employeur en fait. Et ça c'est magique. Et donc on crée quelque chose de nouveau parce qu'ils voient que l'expertise en fait elle collabore. Et ça c'est important. Mais c'est les compétences du futur. Exact. Donc on doit se pencher là-dessus. Puis je pense que le télétravail ça doit rester. Sinon, je pense qu'on va se priver de grands talents ou d'une agilité. Vraiment. Du moins, en tout cas du point de vue de l'employeur, on a besoin d'aller vers des solutions comme ça. Maintenant, comment est-ce qu'on compense au niveau relationnel? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que tout le travail administratif, tout le travail de vente, tout le travail de marketing, ça peut se faire à distance. On parle pas des postes manuels. Alors, si on dit non à ça, et qu'on dit viens-t'en au bureau, mais qu'est-ce qui va se passer au bureau? C'est vrai. Pour faire en sorte que ça justifie le temps, justement, de venir au bureau, de prendre sa voiture, de faire 1h30 peut-être de route, de mettre de l'essence et de venir. Donc, si je viens au bureau, que je m'installe devant un poste de travail puis qu'il se passe rien, non, j'aurais pas le goût de venir Effectivement, au bureau. tu as raison. Donc, c'est vraiment comme prioriser. Je le fais de mon côté, mais je pense que toi, tu es en présentiel tout le temps, mais de notre côté, ça va être une réunion d'équipe. Donc, on va comme faire un focus, brainstorming, on se réunit tous et on travaille ensemble. C'est ça, en fait. Il faut qu'il y ait vraiment un réel, je dirais, plaisir à se déplacer et puis à trouver, comme on se disait tout à l'heure, quelque chose de constructif en fait en bout de ligne. On construit ensemble, on crée. Donc on doit manger ensemble, on doit manger ensemble. Oui, c'est ça. On fait, voilà, c'est ça, comme tu disais. Mais à la fois, comme tu dis aussi, la communication à distance, ça se crée. Je veux dire, c'est possible. De tout temps, là, on a eu pas mal d'employés qui ont travaillé à distance pour des entreprises et que ça fonctionne toujours bien. Parce que effectivement, il y a eu une vraie prise en charge dès le départ avec ce lien qui se crée au fur et à mesure avec de la communication. Ça peut être de la communication, comme tu dis, fixée à des heures précises avec des rencontres individuelles ou des rencontres d'équipe, mais également spontanément. Juste prendre des nouvelles. Et comment va ta journée? Comment ça se passe? C'est un 5 minutes. Mais ça fait toute la différence. Oui, puis les canaux de communication, par exemple, chez nous, on a quand même plusieurs employés qui sont à distance dans une équipe plus particulièrement. Personnel de soutien aussi, on en a à distance dans les postes administratifs aussi. D'accord. Donc, moi, je choisis de venir ici au bureau parce que j'aime être dans mon centre opérationnel, si on veut. Mais on a des gens en télétravail. Maintenant, quand 8 heures sonne le matin, tout le monde se dit bonjour sur le chat d'équipe. On a des bonjours, des photos qui rentrent, des trucs qui s'est passé. Donc, il y a une dynamique qui vient s'animer. Et lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, des choses à partager, c'est sur le chat d'équipe, des vidéos. On a eu un employé que c'était sa fête il y a pas longtemps. Moi et mon collègue, on y a chanté bonne fête, on y a envoyé une vidéo. Donc, on va faire des choses comme ça qui va créer des liens sans nécessairement être difficile à faire. Mais c'est d'utiliser nos outils pour être capable de le faire. Nous, on fête les naissances aussi, les bébés. Donc, on reçoit les photos des bébés, des employés, ou même finalement d'employés qui sont grand-mères. Donc, c'est génial. Je trouve ça tellement plaisant. Mais il faut effectivement entretenir ce lien, c'est important, même à distance. Et des personnes finalement qu'on voit pas ou qu'on côtoie pas tous les jours, mais finalement on les côtoie de la même façon. Oui, absolument. Puis même les clients, nous, quand on fait du coaching, les coachings de 1 heure, c'est en virtuel. Et puis quand on voit nos clients par la suite en présentiel, on ne sent pas aucune distance parce qu'on a partagé ce moment-là ensemble d'intimité, de proximité. En virtuel, mais la caméra ouverte avec, aucune distraction autour. On était dans notre bulle quand on a eu nos sessions de coaching ensemble. Donc, c'est réalisable. Mais pour faire ça, on doit avoir des bonnes habiletés de communication. Effectivement. Donc, quand on parlait de compétences de gestion à développer, c'est certain que la communication fait partie des enjeux. Et l'organisation et la communication. Parce qu'on va venir organiser, se donner une structure, un cadre de travail, et ensuite, comment est-ce qu'on va communiquer à l'intérieur de ce cadre de travail-là. Et tu sais, j'amène aussi le fait que à la maison, on décroche pas du travail. C'est vrai. Donc, on amène notre boulot à la maison. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour venir protéger notre équilibre et notre bulle familiale? C'est d'utiliser des canaux de communication qui sont différents. Tout à fait. Donc, par exemple, Teams, c'est pour le travail.
Messenger, c'est pour le plaisir, c'est pour les amis, c'est pour la famille. Mais tout ce qui touche au travail va se faire sur une application. Et ça, je le recommande vraiment à tout le monde parce qu'on entend encore du monde dire, c'est texto, WhatsApp, Messenger. Exact. Il y en a une tonne. Oui, tout à fait. Et ça crée beaucoup de confusion et Exact. ça sort des canaux formels. Et là, tout le monde peut être dérangé à n'importe quelle heure. Donc, ça peut créer des enjeux. Oui, faut garder une certaine limite et puis il faut être cohérent aussi dans cette, je dirais dans cette approche finalement. Mais comme tu dis, en fait, c'est le droit à la déconnexion, ça existe. Donc, autant effectivement l'avoir toujours clairement en tête. Mais si on ne le communique pas à nos employés, c'est toujours pareil, en fait. Il faut aussi être l'exemple. Donc, il faut l'exemplarité, elle passe par nous, en fait. Et en même temps, leur expliquer que c'est un droit, je veux dire, c'est un droit de faire ses heures, de réussir et d'atteindre les objectifs fixés, les résultats escomptés. Mais au-delà de ça, ils ont leur vie personnelle. Effectivement, il faut trouver un juste milieu. Là aussi, on parlait d'équilibre tout à l'heure, mais on est en plein dedans encore. Oui, puis en fait, avec les nouvelles générations de travailleurs, c'est encore plus vrai. Parce que dans la culture du travail des générations précédentes, puis je m'inclus là-dedans, on est accessible toujours. Ça fait partie un peu du modèle d'éducation qu'on a eu, même la génération X, d'être disponible, de mettre beaucoup de temps dans notre carrière. Donc, on est un peu la dernière génération avant où est-ce que ça a cherché un peu plus l'équilibre. Mais on peut pas prendre pour acquis que tout le monde arrive à la même place avec la même mentalité ou la même valeur du travail. Effectivement. On est quand même 5-6 générations à se partager le marché du travail. Puis on a clairement pas les mêmes valeurs en termes d'équilibre travail-famille. Et on prend par exemple des patrons baby boomers qui vont engager des jeunes et que là, tu sais, il faut que tu sois disponible 24/7 là parce que ton travail c'est censé être ta priorité dans ta vie, peu importe quoi. Donc on vit quand même aussi des disparités là au niveau des générations puis la perception justement du travail et le télétravail, ça rentre pile là-dedans aussi. Là. Effectivement, tu as tout bien résumé. C'est vraiment très bien, bravo, parce que ça c'est aussi une des notions qu'il faut prendre aussi en ligne de compte. Et puis, du coup, encore plus, là, le rôle du gestionnaire, encore plus, je veux dire, un rôle vraiment, je dirais, rempli de défis. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi œuvrer avec tout ça, prenant en considération tous ces éléments. Donc, je pense qu'effectivement, par ton intervention, tu peux aussi resituer des choses aussi basiques soient-elles, parce que c'est basique, mais juste des fondamentaux, en fait, tout simplement. C'est des fondamentaux, mais que les gens oublient. On perd la perspective parce qu'on tombe dans l'opérationnel. Et quand on tombe dans l'opérationnel et qu'on devient 100% orienté juste sur la production, on ne peut pas être justement dans cet équilibre, dans la relation, dans la culture d'entreprise. On ne peut pas être dans cette synergie-là parce qu'on est juste dans l'exécution. Exact. Donc, il y a du travail à faire, mais on est confiant, on est là. Oui, on est là pour accompagner, puis pour donner prodiguer les meilleurs conseils. Après, effectivement, il faut qu'il y ait un tournant qui se fasse. De toute façon, c'est indéniable parce que l'évolution du marché fait que on avance là, c'est en pleine progression et que on n'aura pas le choix que de s'y confronter tôt ou tard. Donc, autant le faire plus tôt que tard. Mais oui, absolument. Puis si tu avais un conseil pour terminer, Magali, aux employeurs qui veulent recruter par rapport au télétravail, ça serait quoi ce conseil-là? Alors moi, le conseil, ce serait vraiment d'avoir toujours cette ouverture, la plus grande ouverture possible en fait, parce que finalement, ce qui va définir et déterminer le profil de quelqu'un, ça va pas forcément être est-ce qu'il va travailler à distance ou pas, en fait. Donc, il faut lever justement ces barrages-là éventuels et être toujours dans la flexibilité, dans l'ouverture d'esprit et ne pas s'arrêter en fait de façon draconienne à des politiques qu'on s'est comme nous-mêmes instaurées, mais être plus dans les perspectives de qu'est-ce qui peut m'être proposé, les choses dont je n'ai même pas encore conscience que ça peut se faire ou que ça peut exister. Donc vraiment, c'est plus dans l'ouverture d'esprit, l'accueil aussi, et effectivement, le côté effectivement, je dirais équitable et inclusion, parce qu'on est vraiment dans cette optique-là aussi quand on va justement placer quelqu'un pour que ça se passe au mieux, parce que nous, notre désir le plus profond, c'est que la personne effectivement qui va commencer un emploi avec un de nos partenaires reste le plus longtemps possible en poste. Et donc pour le garantir, eh bien, il faut aussi faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est très bien dit. Merci. Et toi, de ton côté, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner justement aux employeurs potentiels? Oui, en fait, moi je dirais les employeurs souvent me demandent mais quel outil utiliser pour justement que ça fonctionne bien. Et en fait,
il faut partir de la posture du gestionnaire. Donc, on peut avoir des outils, mais il faut que les gens soient prêts, soit dans l'ouverture, soit dans la flexibilité, soit dans l'ouverture à se développer, dans leurs habiletés de communication, à faire les choses différemment. Donc aussi, je te dirais de se tourner vers l'ouverture, de mieux préparer les gestionnaires à cet environnement-là. Puis moi, je dis toujours, quand on a un employé qui quitte, il faut se tourner vers soi-même et dire qu'est-ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait pour en arriver là, en fait. Donc, on doit faire de l'introspection à ce niveau-là. Donc, il faut revoir nos pratiques de gestion. Et ça, on ne le fait pas souvent parce qu'on est pris dans le quotidien. Donc, moi, mon conseil, ça serait de se rasseoir avec l'équipe de direction et de voir, quelle posture est-ce qu'on désire prendre, quels outils est-ce qu'on a besoin, quelle formation est-ce qu'on a besoin de suivre pour être plus habilité, dans le fond, à survivre à cet environnement-là et à se développer, à faire prospérer cet environnement-là. Et si on est capable déjà d'engager ces comportements-là, on est sur la voie de la réussite pour arriver à cet équilibre. Effectivement, c'est bien dit aussi, vraiment. Ce fut un plaisir, Julie, vraiment de partager ce moment avec toi. J'espère que ça profitera au plus grand nombre et puis nous restons disponibles, bien entendu, pour aller au-delà de tout ce qu'on vient d'avancer aujourd'hui et de le mettre vraiment en pratique dans notre accompagnement au quotidien. Merci Magali, toujours un plaisir d'échanger avec toi et hâte d'aborder les prochaines thématiques aussi. Avec plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci.